Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur une publication scientifique toute fraîche, une étude qui essaie de répondre à une question importante pour pas mal d'athlètes et d'entraîneurs. Notre but, comme d'habitude, extraire l'essentiel, rendre ça limpide, mais sans perdre la rigueur scientifique. Pas de jargon pour rien, juste des faits et des éclairages. Le document qu'on va analyser aujourd'hui, c'est une revue systématique et méta-analyse. Le titre exact, The Effects of High Intensity Interval Training on Basketball Players, a Systematic Review and Meta-Analysis. Les auteurs, Shudian Kao, Zhenxing Li, Zhaoran Wang, Soras Kim Gyok et Jia Liu. C'est paru dans le Journal of Sport Science and Medicine, volume 24, pages 31 à 51. Ça date du début 2025, 1er mars pour être précis. Et leur mission, c'était quoi? Eh bien, évaluer si l'entraînement par intervalle à haute intensité, le fameux HIIT, améliore vraiment la condition physique et la technique des joueurs et joueuses de basket. Alors, prêt à décortiquer ça ensemble? Tout à fait prête. Et pour commencer, c'est peut-être bien de rappeler ce que c'est exactement, le HIIT. Oui, bonne idée. Alors, en gros, imaginez qu'on alterne des périodes d'efforts très très intenses, où l'on donne quasiment tout ce qu'on a, avec des moments de récupération, où c'est plus calme. C'est ça le principe de base. Simple mais efficace, on imagine. Et ça intéresse beaucoup le monde du basket. Pourquoi? Parce que le basket, c'est vraiment l'exemple type du sport intermittent. Il y a des sprints soudains, des sauts explosifs, des changements de direction, tout le temps quoi. Et entre ça, des petites pauses. Ces actions très intenses, elles demandent énormément d'énergie très vite, sans oxygène. Ce sont les systèmes anaérobies qui bossent là. Il y en a un pour les efforts ultra courts, genre un démarrage, un saut, c'est la TPPC. Et un autre pour des efforts un peu plus longs, mais toujours intenses, la glycolyse. D'accord. Mais attention, le système aérobie, celui qui utilise l'oxygène, il est super important aussi. D'abord pour tenir tout un match, mais surtout pour récupérer entre ces efforts intenses. Sans bonne récup, on ne peut pas répéter les sprints et les sauts. C'est clair. Et l'intérêt du HIIT, justement, c'est qu'en jouant sur la durée, l'intensité des efforts et la durée des récupérations, on peut cibler plus spécifiquement ces différents moteurs énergétiques. On peut choisir ce qu'on veut améliorer en quelque sorte. C'est un peu l'idée, oui. D'ailleurs, il n'y a pas un HIIT, mais des HIIT. Certains avec des intervalles longs, d'autres très courts, d'autres basés sur la répétition de sprint, on appelle ça RST. Il y a même des jeux sur terrain réduit, les SSJ, qui sont une forme de HIIT intégrée au jeu. Ok, c'est très varié en fait. Merci pour ce contexte. Alors, maintenant qu'on voit bien de quoi on parle, comment les chercheurs s'y sont pris pour évaluer l'efficacité de tout ça là? La méthodologie, c'est un peu la clé pour savoir si on peut faire confiance aux résultats, non? Absolument. Et là, ils ont utilisé une approche vraiment solide, une revue systématique couplée à une méta-analyse. C'est-à-dire? La revue systématique, ça veut dire qu'ils ont cherché de façon très organisée toutes les études publiées sur le sujet qui répondaient à des critères précis. Ils ne choisissent pas juste celles qui les arrangent. Et la méta-analyse, c'est une technique statistique qui permet de combiner les résultats chiffrés de plusieurs études pour avoir une estimation globale de l'effet. D'accord. Et ils ont suivi des règles pour faire ça? Oui, il mentionne avoir suivi les directives PRISMA 2020. C'est une sorte de checklist très reconnue, un gage de qualité pour ce type de revue. Ça assure la transparence et la rigueur de la démarche. Ok. Et où ont-ils cherché ces études? Ils ont ratissé large. 4 grosses bases de données scientifiques, Web of Science, Scopus, PubMed et SPO-RT-Discus, jusqu'en mars 2024. Vraiment pour essayer de ne rien manquer. Et ils ont trouvé beaucoup d'études? Après leur processus de sélection, ils expliquent comment ils ont trié. Ils ont retenu 15 études qui correspondaient exactement à leurs critères. Le critère principal, c'était que ce soit des essais contrôlés randomisés, des RCT. Ah oui, les fameuses RCT. C'est un peu le top en recherche clinique, non? Comparer un groupe qui fait le HIIT à un groupe contrôle avec répartition au hasard. Exactement. Ça permet de limiter les biais et de mieux isoler l'effet propre du HIIT. Et sur ces 15 études, 7 avaient des données suffisamment similaires pour pouvoir être combinées dans la méta-analyse statistique. Et ça représente combien de personnes au total? Dans l'ensemble des 15 études, ça faisait 369 joueurs et joueuses. Il y avait 130 femmes et 239 hommes. Et les niveaux étaient variés. Des jeunes en formation, des joueurs de niveau national et même des internationaux. Donc un panel assez large. Et pour l'analyse des chiffres? Pour la méta-analyse, ils ont utilisé un modèle statistique dit à effet aléatoire.
C'est une approche prudente qui prend en compte le fait que les études ne sont pas toutes identiques. Ils ont calculé des tailles d'effets, les ES, Effect Sizes. Ça mesure quoi, ça, la taille d'effet? Ça mesure l'ampleur de l'effet du AIT. Est-ce que l'amélioration est petite, moyenne ou grande? C'est plus informatif que de savoir juste si c'est significatif ou pas. Et ils ont aussi vérifié la qualité de chaque étude incluse avec un outil pour évaluer le risque de biais, le ROB2. Et enfin, ils ont utilisé la méthode GRADE pour évaluer le niveau de confiance globale dans les résultats. Bon, ça a l'air très sérieux comme démarche méthodologique. On peut avoir confiance dans ce qui va suivre alors. Disons que la méthode est robuste, oui. Maintenant, regardons les résultats. On commence par l'endurance cardiovasculaire. C'est souvent le premier truc auquel on pense avec le IIT. Oui, la capacité à tenir le rythme, à répéter les efforts. C'est crucial au basket. Tout à fait. Sur les 14 études qui ont mesuré ça, le message est assez clair. La plupart rapportent des améliorations significatives, que ce soit mesuré en labo avec la VO2 max ou le seuil anaérobie. La VO2 max, c'est la consommation maximale d'oxygène, c'est ça? Oui, la capacité du moteur aérobie. Ou alors avec des tests plus spécifiques au terrain, comme le test VIF3015 ou le fameux yo-yo Intermittent Recovery Test niveau 1. Celui-là, le yo-yo IR1, il mime vraiment bien les allers-retours avec courte récup du basket. Et la méta-analyse, elle dit quoi là-dessus? Alors là, c'est assez spectaculaire. Pour le yo-yo IR1, la méta-analyse trouve un effet très large. La taille d'effet est de 2,32. 2,32? Mais c'est énorme, non? D'habitude, on dit qu'au-dessus de 0,8, c'est déjà large. Exactement. C'est un chiffre qui marque. Ça suggère que pour améliorer cette capacité à répéter des efforts intenses entrecoupés de courtes pauses, le IIT est non seulement efficace, mais peut-être une des méthodes les plus efficaces connues. Impressionnant. Et pour la VO2 max? L'effet est aussi significatif, mais qualifié de modéré. ESR égale 0,90, ce qui est déjà très bien, hein. Et comment on explique ces gains? Pourquoi le IIT booste autant l'endurance? Il y a plusieurs mécanismes. Le corps devient plus efficace pour utiliser l'oxygène, le cœur pompe mieux le sang, augmentation du débit cardiaque, du volume d'éjection systolique, les muscles développent plus de petits vaisseaux sanguins, les capillaires, on repousse aussi le seuil lactique, le moment où ça commence à brûler sérieusement, et surtout, on améliore la capacité à récupérer vite après un effort. D'accord, très clair pour l'endurance. Mais le basket, ce n'est pas que de l'endurance. Il y a la puissance, l'explosivité, les sauts, les démarrages. Qu'en dit l'étude? C'est aussi positif. Alors là, c'est un peu plus contrasté, on va dire. Si on parle de la puissance anaérobie, l'énergie immédiate pour les efforts très courts est max, mesurée par exemple avec le test de Wingate sur vélo. Le test où il faut pédaler à fond pendant 30 secondes. C'est ça. Là, les études montrent en général des améliorations, c'est logique. Le IICT, surtout les formes courtes et intenses, ça sollicite directement ce système ATP-PC et ça l'aide à se recharger plus vite. Ok, ça semble cohérent. Par contre, si on regarde la puissance explosive, celle qu'on mesure avec les tests de sauts verticaux, le CMJ, le SJ ou les lancers de medicine ball, là, les auteurs qualifient les résultats d'inconstants. Un stellaire. C'est-à-dire, certaines études trouvent un effet, d'autres non. Exactement. C'est assez variable d'une étude à l'autre. Malgré ça, ils ont pu faire une méta-analyse pour le saut CMJ, le saut avec contre-mouvement. Et elle conclut à un effet global modéré. Le S est de 0,76. Modéré, c'est pas mal quand même. Mais pourquoi cette différence avec l'endurance, où c'était quasi unanime? Qu'est-ce qui pourrait expliquer que ça marche pour le saut dans certaines études et pas dans d'autres? C'est ça qui est intéressant, non? Tout à fait. Et les auteurs avancent plusieurs hypothèses pour expliquer cette variabilité, cette hétérogénéité, comme on dit en recherche. Une première piste, c'est l'âge des participants. Ah oui. Plusieurs études portaient sur des adolescents, genre 15-16 ans. À cet âge, le corps est encore en plein développement musculaire, hormonal. Leur réponse à un entraînement comme le IIT n'est peut-être pas la même que celle d'adultes. D'accord, ça se tient. Quoi d'autre? Un point qui semble vraiment crucial, c'est le moment de l'intervention dans la saison. Faire du IIT très intense pendant la saison de compétition, quand les joueurs sont déjà fatigués par les matchs, les entraînements, Ça peut être contre-productif. mener à de la fatigue plutôt qu'à des gains. Voilà. La fatigue accumulée pourrait masquer les bénéfices potentiels en puissance ou même les empêcher. Le IIT serait peut-être plus adapté en pré-saison ou hors saison pour construire les qualités physiques. Le timing est essentiel. Logique. Est-ce que le type de IIT joue aussi? Ah oui,
Énormément. Tous les hits ne se valent pas pour améliorer les sauts, par exemple. Un hit basé sur des sprints répétés avec changement de direction ou qui intègre des exercices de pliométrie aura sans doute plus d'impact sur le saut vertical qu'un hit fait uniquement sur un vélo. La spécificité de l'exercice compte. Et enfin, même la durée des séances pourrait jouer. Des séances de hit trop longues pourraient induire une fatigue qui limiterait les adaptations recherchées pour la puissance explosive. Donc, beaucoup de facteurs à considérer pour la puissance. C'est plus complexe. Après la puissance, il y a l'agilité, cette capacité à changer de direction vite et bien. Et la vitesse de sprint. Qu'est-ce que l'étude va trouver là-dessus? Pour la capacité de changement de direction, ou COD, Change of Direction Ability, mesurée souvent avec des tests comme le T-test ou le V-cut. Le T-test, c'est le parcours en forme de T à faire le plus vite possible. C'est ça. Là, la tendance redevient plutôt positive. Sur 10 études qui l'ont mesuré, la majorité trouve une amélioration significative après le hit. Et la méta-analyse? Elle confirme. Un effet global modéré sur le T-test avec un ES de 0,91. C'est un gain solide. Et comment on l'explique, ce gain en agilité? Le hit améliore la capacité anaérobie, la puissance des jambes, et peut-être aussi l'équilibre, la stabilité du tronc. Tout ça, c'est essentiel pour freiner, pivoter et réaccélérer vite. Mais il y a quand même des études où ça n'a pas marché. Oui, 3 études n'ont pas montré d'amélioration. Et les raisons possibles ressemblent à celles pour la puissance irrite. L'âge des participants, le moment dans la saison, mais aussi parfois le type de HIIT. Une étude utilisait des battle ropes, les cordes ondulatoires. C'est très bon pour le gainage et le cardio, mais moins spécifique pour les jambes et les changements de direction rapides. Ah oui, je vois. Et il y a aussi le niveau initial des joueurs. Dans une étude sur des joueurs internationaux déjà très agiles, la marge de progression était peut-être trop faible pour voir un effet significatif. C'est toujours plus dur de progresser quand on est déjà au top. C'est logique. Et pour la vitesse de sprint pure, sprint sur 10, 20 mètres, ou la capacité à répéter les sprints? Alors, pour le sprint linéaire, 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, et la capacité à répéter les sprints, RSA, Repeated Sprintability, là encore, la plupart des études sur les 11 qui ont regardé ça montrent des améliorations avec le HIIT. La méta-analyse dit quoi? Elle a été faite spécifiquement sur le sprint de 20 mètres. Elle trouve un effet faible mais statistiquement significatif. Le ES est de 0,59. Faible. Donc moins impressionnant que pour l'endurance ou l'agilité. Moins large, oui. Mais ça reste un bénéfice mesurable. Le HIIT semble aider à améliorer l'accélération, peut-être la vitesse max, via une meilleure efficacité nerveuse, une meilleure capacité anaérobie et une meilleure récup entre les sprints. Mais il y a des exceptions là aussi. Oui, quelques-unes. 2 études qui utilisaient un HIIT basé sur le test VIFT, qui est assez aérobie, n'ont pas vu d'amélioration sur la capacité à répéter les sprints, RSA. Une autre étude, qui durait seulement 4 semaines, c'est court, n'a pas montré d'effet sur le sprint de 20 mètres. Ça suggère qu'il faut peut-être un certain volume ou une certaine durée d'entraînement pour vraiment impacter la vitesse maximale. Fascinant de voir ces détails. On a couvert l'endurance, la puissance, l'agilité, la vitesse. Est-ce que l'étude dit quelque chose sur la force musculaire maximale, genre le maxi sur une presse-bangis, ou l'endurance musculaire locale, genre faire des pompes? Alors là, l'étude est beaucoup plus prudente car il y a très peu de données. Pour la force musculaire maximale mesurée par le RM, le poids max soulevé une fois, une seule étude sur les 15 s'y est intéressée. Une seule. Oui, celle de Tao et ses collègues en 2023. Et cette étude-là a trouvé une amélioration de la force sur presse à cuisse avec un HIIT basé sur des sprints all-out à fond. Et comment ils expliquent ça? Le HIIT, ce n'est pas de la musculation classique. Ils émettent des hypothèses. Meilleure activation nerveuse des muscles, peut-être un début d'hypertrophie des fibres rapide. Mais bon, avec une seule étude, on ne peut rien conclure de général. C'est juste une piste. Ok, prudence donc. Et pour l'endurance musculaire? Pareil, une seule étude, celle de Shen et al. En 2018, a regardé l'endurance des muscles du tronc après un HIIT avec des battle ropes. Et elle a trouvé une amélioration. Parce que les cordes, ça gagne beaucoup. C'est l'idée, oui. Ça demande une activation continue du tronc. Mais là encore, une seule étude. C'est vraiment trop peu pour dire que le HIIT améliore systématiquement l'endurance musculaire locale. Sur ces points, force et endurance musculaire, il faudra d'autres recherches pour confirmer. Compris. Bon, on a fait le tour des qualités physiques. Mais la question qui brûle les lèvres de tout entraîneur ou joueur, c'est est-ce que tout ça, ça rend meilleur au basket? Est-ce que ça se traduit par de meilleurs tirs, de meilleures passes, une meilleure défense?
Question cruciale en effet. 6 des 15 études se sont penchées sur cet aspect, l'impact sur les compétences spécifiques au basket. Et alors, le verdict? La tendance générale est plutôt positive. La plupart de ces 6 études rapportent que les groupes qui ont fait du hit ont progressé sur différentes habiletés techniques, des tests de tir, de passe, de dribble, de déplacement défensif. Et ça, même s'ils continuaient leur entraînement technique habituel à côté. Ah, intéressant. Donc le physique amélioré aiderait la technique. C'est l'hypothèse principale. Il y aurait un transfert. Si on est plus endurant, plus puissant, plus agile, on peut maintenir une meilleure qualité de geste plus longtemps dans un match, on résiste mieux à la fatigue, qui dégrade la précision et la coordination. Logique. Mais est-ce que c'est systématique? Et est-ce que toutes les études le montrent? Non. Et c'est là qu'arrivent les nuances importantes. 2 des 6 études, bien qu'utilisant des tests similaires aux autres, n'ont pas trouvé d'amélioration significative sur la précision des tirs ou des passes chez le groupe HIT. Ah bon? Alors que le physique s'améliorerait peut-être par ailleurs? C'est ça qui est troublant. Ça suggère que le transfert n'est pas automatique. On peut améliorer le moteur, le physique, mais ça ne garantit pas que la conduite, la technique, s'améliore proportionnellement sans travail spécifique. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Les raisons exactes ne sont pas claires dans l'étude. Peut-être le type de HIT utilisé, le niveau technique initial des joueurs, la façon dont l'entraînement technique était intégré. Ça montre surtout que le HIT prépare le terrain, mais il faut continuer à polir le geste technique lui-même. Le HIT est un complément, pas un remplaçant du travail technique. C'est une nuance très importante à retenir, et ça nous amène naturellement aux limites de cette méta-analyse. Les auteurs en parlent même, je crois. Oui, et c'est un signe d'honnêteté scientifique. Il souligne plusieurs limites à garder en tête. Par exemple, comme on l'a déjà évoqué, le moment exact de l'intervention HIT, pré-saison, en saison, n'était pas toujours précisé dans les études d'origine, ce qui rend les comparaisons délicates. D'accord. Il note aussi que l'évaluation du risque de biais, l'Europe 2, a montré que certaines études incluses avaient des faiblesses méthodologiques. Par exemple, un manque d'aveuglement. Les évaluateurs ou les participants savaient qui était dans quel groupe, ce qui peut influencer les résultats. Mhm. Et enfin, il regrette de ne pas avoir eu assez d'études pour faire des analyses séparées par tranche d'âge ou par niveau de jeu, débutant versus élite, ado versus adulte. Or, on a vu que ces facteurs semblent importants pour expliquer les différences de résultats. Donc, il faut interpréter les conclusions générales avec ces bémols en tête. Tout à fait. C'est une vue d'ensemble, une tendance, mais pas une vérité absolue pour chaque situation individuelle. Mais alors, si on essaie de synthétiser, quel est le message principal à retenir de ce travail de Kao et ses collègues? Je dirais qu'il y a 3 points clés. Premièrement, le HIT apparaît vraiment comme un outil efficace pour améliorer plusieurs composantes essentielles de la condition physique des basketteurs. L'endurance spécifique, certains aspects de la puissance, l'agilité et la vitesse. Ça, c'est le point fort. Oui. Deuxièmement, l'impact sur les compétences techniques pures, tir, passe, est moins constant, plus variable. Ça renforce l'idée que le HIT est un excellent complément pour préparer le corps, mais ne remplace pas le travail technique et tactique spécifique. Les deux vont de pair. Très important. Et le troisième point? C'est que l'efficacité du HIT n'est pas universelle. Elle dépend beaucoup du profil de l'athlète, âge, niveau, du contexte, moment de la saison, et surtout du protocole de HIT choisi. Quels exercices, quelle durée, quelle intensité, quelle récupération. Il n'y a pas une recette magique de HIT. C'est du sur-mesure. Très clair. Alors, si on se met à la place d'un entraîneur, d'un préparateur physique sur le terrain, qu'est-ce que tout ça implique concrètement? Quels conseils pratiques on peut tirer de l'étude? L'étude suggère plusieurs pistes. D'abord, intégrer le HIT de manière stratégique dans la planification. Idéalement hors saison ou en pré-saison, pour bâtir une bonne base physique sans risquer la surcharge pendant les compétitions. Ensuite, Ensuite, pensez à utiliser des protocoles HIT qui intègrent des mouvements spécifiques au basket. Des sprints courts avec changement de direction, des exercices avec ballon si possible, des déplacements défensifs, pour essayer de maximiser le transfert vers le jeu. ne pas faire juste du vélo ou du tapis, quoi. Voilà, rendre ça le plus possible des exigences du terrain. Troisième point, bien réaffirmer que le HIT est un complément. Il ne faut surtout pas sacrifier le temps d'entraînement technique et tactique au profit du HIT. Il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Et enfin, Et enfin, et c'est peut-être le plus important, l'individualisation. Adapter le programme IHT, volume, intensité, fréquence, type d'exo,
à chaque joueur ou joueuse en fonction de son âge, son niveau, sa charge d'entraînement globale et sa réponse individuelle. Bien surveiller la fatigue est essentiel pour que ça reste bénéfique. Individualisation, le maître mot. Exactement. Cette étude montre la puissance de l'outil IHT, mais aussi la finesse nécessaire pour bien l'utiliser. Et ça ouvre des perspectives intéressantes pour l'avenir, je trouve. Ah oui, lesquels, par exemple? On peut se demander comment les nouvelles technologies de suivi, les GPS, les cardiofréquencemètres, qui sont partout maintenant, pourraient nous aider à pousser cette individualisation encore plus loin. C'est-à-dire? Est-ce qu'on pourrait imaginer demain ajuster la séance de HIIT quasiment en temps réel pour chaque athlète en fonction de ses données du jour, fatigue, récupération, pour vraiment optimiser les bénéfices et minimiser les risques? C'est peut-être une des prochaines étapes pour la préparation physique dans le basket et d'autres sports. Une piste de réflexion très intéressante, en effet. La technologie au service de la performance individualisée. Ça montre que la recherche continue d'avancer. Bon, si cette discussion a piqué votre curiosité, si les détails, les chiffres précis, les nuances vous intéressent, on ne peut que vous encourager à lire l'article original de Shudian Kao et de son équipe. Il est publié dans le Journal of Sport Science and Medicine, volume 24, l'année 2025. Toutes les références complètes sont bien sûr disponibles dans la description. Et puis, pour ne pas manquer nos prochaines explorations de sources scientifiques ou d'autres documents importants pour continuer à aiguiser votre regard critique, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette analyse approfondie.